Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole. À la réunion organisée par Nicolas Hulot au Muséum d'histoire naturelle, à laquelle avaient été conviés un certain nombre de présidents et de dirigeants des grandes associations écologistes françaises, Greenpeace, les Amis de la Terre, le réseau Action Climat, Écologie sans frontières et la Ligue de protection des oiseaux. La presse n'avait pas été admise à assister à ce débat qui a été passionnant et qui a duré environ 1 heure. Le premier thème abordé a été celui des OGM, pour lequel le candidat a proposé un Grenelle de l'environnement au mois de septembre 2007. Divers autres sujets ont été abordés, allant des incinérateurs au nucléaire, mais également à la mise en œuvre proposée par Nicolas Sarkozy d'une TVA à taux réduit pour tous les produits écologiquement propres qui seraient mis sur le marché à compter de 2008. En matière de biodiversité, Alain Bougrain-Dubourg a proposé que le patrimoine naturel soit considéré par l'État comme un patrimoine à part entière. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Europe 1, 7h44, suite de cette matinale spéciale avec Nicolas Hulot, notre invité jusqu'à 9h. Place maintenant à l'interview vérité, Thomas. En 2007, il y avait eu le formidable pacte écologique signé avec enthousiasme par tous les candidats. Est-ce qu'au bout du compte, vous avez l'impression de vous être fait avoir, notamment quand vous entendez peut-être Nicolas Sarkozy qui dit il y a quelques mois au sein de l'agriculture, est-ce que j'ai bien fait de signer ? Je me suis posé la question, c'était une façon de céder à la pensée unique, à des gens qui ne représentent que très peu, que les médias adorent mais qui ne représentent pas grand-chose. Il parle de vous là. Oui, je sais bien, mais ça ne m'a pas échappé. On n'a pas besoin d'être méprisant pour être convaincant. Il a parlé d'ailleurs à propos de l'agroécologie d'une pensée des bobos. Je pense que c'est une parole d'expert, me semble-t-il. Mais c'est plutôt pathétique. C'est-à-dire que honnêtement, c'est pathétique que quelqu'un de ce niveau, et avec l'expérience qu'il a eue, puisse traiter des sujets qui conditionnent tout ce qui a de l'importance à nos yeux d'une manière aussi méprisante. Mais à la limite, franchement, c'est pas ça qui est très important. Pour moi, encore une fois, dans la campagne qui s'annonce, est-ce qu'on va simplement se projeter d'une manière hexagonale ou on va tenir compte du monde tel qu'il est ? Il faut voir le monde qui nous explose à la figure. On paye comptant nos reniements, nos renoncements, nos aveuglements. Il y a un moment ou un autre, il faut que la France comprenne qu'on vit dans un monde avec des trajectoires, des dynamiques qui parfois nous échappent, et qu'on ne peut pas simplement reproduire en permanence les mêmes erreurs ou s'entêter notamment sur des modèles économiques qui ont fait leur temps mais qui ne sont plus la solution aujourd'hui. D'abord le projet et ensuite vous verrez si c'est vous l'homme de la situation. Vous connaissez votre surnom dans les couloirs de l'Élysée ou pas ? Non. On vous appelle le zozo ou le cinglé ? Je prends ça peut-être comme une forme de compliment. Tout pour la France. Voici le livre-programme dans lequel Nicolas Sarkozy dévoile dès les premiers mots son ambition. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Il joue la carte de l'expérience et se croit obligé de préciser « Je n'ai aucune revanche à prendre, aucune querelle d'ego à régler. » Depuis plusieurs jours, les soutiens ont été habilement mis en scène. Christian Estrosi, le chiracien Christian Jacob ou encore Gérald Darmanin. Dans ce livre, il déroule son programme. Déjà en matière d'économie. Dégressivité des allocations chômage, moins 20% au bout de 12 mois, puis à nouveau moins 20% au bout de 18 mois. Un temps de travail décidé librement dans les entreprises par référendum, l'alignement des retraites du public sur le privé. Il confirme une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu dès l'été 2017. Il est le seul candidat de droite à le faire. L'identité et la laïcité seront aussi au cœur de sa campagne. Le message adressé aux immigrés est limpide. Je crois utile de leur imposer l'assimilation et non pas seulement l'intégration. En clair, c'est aux immigrés de s'adapter à la France et pas l'inverse.
Nicolas Sarkozy confirme aussi son opposition au voile à l'université et au menu de substitution dans les cantines. Enfin, sur la lutte contre le terrorisme, il veut placer en rétention les personnes fichées S, une mesure choc qui fait polémique. Avec ce livre, Nicolas Sarkozy veut donner le tempo de cette campagne. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole. Alors, François Hollande vous a proposé de rentrer au gouvernement, on l'évoquait tout à l'heure avec les experts à 7h15. Vous avez répondu par un tweet, Nicolas Hulot ne rentrera pas au gouvernement, il remercie le président de la confiance qu'il n'a cessé de lui accorder. C'était le 4 février. Pourquoi avoir refusé de rentrer au gouvernement ? Moi, je considère que l'enjeu que je porte est un enjeu suprapolitique. Si j'avais été au gouvernement, dans la seconde, les gens qui ont peut-être une forme de confiance dans le combat que je mène l'auraient identifié comme un combat partisan. Moi, j'essaie de faire en sorte que ce combat reste au-dessus des partis et surtout, je me projette pour l'après. Ce qui m'importe pour moi, c'est qu'on ouvre un chemin sur une pratique politique différente, sur une vision et sur des propositions structurantes. Est-ce que vous avez le tempérament, le caractère pour aller au bout ? C'est le reproche qu'on vous fait souvent. On dit souvent Nicolas Hulot, il est bien, il est enthousiaste, il arrive, on parle de lui, et hop, il disparaît, hop, il se dégonfle. Mais c'est pas d'abord qui peut dire qu'il a le tempérament. Est-ce que François Hollande savait à l'avance qu'il aurait le tempérament ? En tout cas, il s'est découvert pour avoir le tempérament, parce qu'il faut avoir effectivement, vous l'avez raison, les épaules et le cerveau solide dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que seule l'expérience pourra vous le dire. Si je dis, c'est pas tant que je disparais, c'est que je pense qu'il y a des moments pour l'action, il y a des moments pour la communication, mais il y a aussi des moments très nécessaires sur la réflexion. Et on ne peut pas mener les trois de front. Là, c'est le temps de la réflexion. Nous ne le remarquons pas. Nous marchons dessus, le foulons aux pieds tous les jours. Pourtant, nous avons besoin de lui, comme l'air que nous respirons. Il est grand temps de parler du sol. Grand temps de le protéger. Sans lui, il n'y a pas de vie. Il nous nourrit et nous sommes responsables pour lui. Le sol résulte de la dégradation progressive des roches sous l'action du soleil, du vent et de la pluie, des animaux et des plantes. C'est ainsi qu'en 2000 ans se crée une couche de 10 cm de sol fertile. 10 cm seulement en 2 millénaires. Un sol que nous épuisons en quelques années, perdu à jamais. Les forêts et les plantes protègent le sol. Chaque année pourtant, 13 millions d'hectares de forêts sont défrichés et les champs exploités de façon inadéquate. À cela s'ajoutent les monocultures et l'exploitation des versants. Après les récoltes, le sol reste nu, sans protection. Tout cela accélère considérablement l'érosion. 24 milliards de tonnes de sol fertile dissipées par le vent, emportées par les pluies. Rien qu'en 2011. Une perte de 3,4 tonnes par personne, tout âge confondu. L'érosion coûte à chacun d'entre nous 60 € par an, soit un total de 420 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Une somme exorbitante. En outre, nos villes se développent à vive allure. Chaque année, en Europe, l'équivalent d'une ville comme Berlin est transformé en espace urbain. La moitié de ces espaces sont scellés. Plus rien ne pousse. Les sols fertiles sont limités et donc infiniment précieux. Tel est le constat des investisseurs et des États. La course au sol est déjà lancée. L'accaparement des terres, souvent avec des moyens douteux à des fins douteuses. Des millions d'hectares de terre changent ainsi de main chaque année. Le résultat, des vies ruinées, des familles déracinées, au premier rang, les plus démunis. Ils ont rarement le choix. Parce qu'ils ont besoin de terre, ils détruisent les forêts pour survivre. Il nous faut plus que jamais des terres saines et fertiles. On estime que d'ici 2050, il y aura moitié moins de terres arables disponibles par tête d'habitant dans le monde.
Mais déjà aujourd'hui, 1 milliard de personnes se couchent chaque soir, le ventre vide. C'est 1 milliard de trop. Et ce nombre ne cessera de croître chaque jour si nous ne distribuons pas les terres équitablement, si nous n'augmentons pas sensiblement le rendement de chaque portion de terre, ou si nous ne découvrons pas une seconde terre. Mieux vaut cependant ne pas trop compter là-dessus. La question des sols mobilise trop peu notre attention, ou celle de nos décideurs politiques. Nous voyons les rayons de nos supermarchés bien remplis et croyons qu'il en sera toujours ainsi. Nous vivons à crédit, aux dépens des sols. Ils ne sont pourtant pas inépuisables. Si nous prélevons de l'argent sur un compte que nous n'alimentons jamais, un jour ce compte sera vide et notre crédit dépassé. Et nos sols seront épuisés. Mais voilà la bonne nouvelle. Nous savons depuis longtemps comment préserver le sol pour nos enfants. Rappelons-nous, le sol est une matière vivante, sensible, qui a besoin d'être choyée. Ce n'est pas une usine. Le droit à la terre, c'est un droit de tous. Ce droit doit être sauvegardé par la loi. Nous ne pouvons pas laisser notre fondement de la vie disparaître sous l'asphalte. Les cartes sont entre nos mains. Nous devons ouvrir les yeux et réussir à appliquer nos connaissances, afin de ne pas sentir un jour le sol se dérober sous nos pieds. Alors là, Nicolas, je vous laisse le soin de présenter ce monsieur dont j'avais beaucoup entendu parler et qui a vraiment une démarche très convaincante et très originale. C'est difficile de... Les mots seront forcément réducteurs pour évoquer Pierre Rabhi. Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Il fait partie des gens qui m'aident à me structurer et à être un petit peu plus cohérent. C'est un philosophe. Il est un écrivain remarquable. Moi, je l'ai découvert au départ par un livre qui s'appelait Paroles de terre, mais maintenant, tous ces livres, je les bois, je les surligne, je les... Voilà. D'ailleurs, il y a quelques formules dans mon propre film qui sont quasiment des emprunts. Vous a inspiré. Mais on entend sa voix, on entend ses mots. On entend sa voix, mais par exemple, quand je parle de la sobriété heureuse dans le film, c'est une notion qui est très chère à Pierre Rabhi. C'est un homme profondément humaniste, et ce sont ces hommes que le hasard de l'existence vous fait rencontrer et qui vous empêche, parce que ça serait une totale erreur, de désespérer de l'humanité. Alors on va lui donner la parole. Vous êtes fils, je crois, d'un forgeron algérien. Vous avez été élevé par une famille française. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous installer en Ardèche? Car vous habitez l'Ardèche. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes ouvrier, je crois. Je suis de ces gens qu'on appelle les doubles cultures, c'est-à-dire des gens que l'histoire a un petit peu saisis en les déviant de leur histoire personnelle. On a commencé par m'apprendre, quand je suis allé à l'école, évidemment je suis de tradition musulmane du sud de l'Algérie, petite oasis du sud de l'Algérie, d'ascendance plutôt nomade. Vous voyez, mon corps est léger, c'est fait pour bouger. On ne transporte rien de superflu. Comme celui de Théodore Monod. Pas de superflu, donc juste le nécessaire. Et puis, je suis tombé dans une période, dans une phase historique où la France, ayant colonisé l'Algérie, étant moi-même sujet français, donc je suis allé à l'école et j'ai appris évidemment que mes ancêtres étaient des Gaulois, bien sûr. Et ensuite, j'ai continué un cheminement, mais dans quelque chose qui m'a mis très très vite dans une interrogation fondamentale sur qu'est-ce que le genre humain, qu'est-ce que la destinée humaine. Est-ce que l'humanité a un sens ou pas de sens? J'ai fréquenté beaucoup les philosophes, la littérature, et j'étais un cancre à l'école. Vous ne pouvez pas faire les deux. Dans les années 60, vous arrivez en Ardèche, dans une ferme, et vous avez été un des premiers en France à pratiquer l'agriculture biologique et écologique. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire un retour à la terre en Ardèche?
dans un département du Sud, sur une petite ferme aride, où on a vécu 13 ans sans électricité, 8 ans avec très peu d'eau, etc., etc. C'est le fait que j'étais malgré tout en grande interrogation par rapport à ce paradigme qu'on appelle la modernité. Et on a fondé donc ce nouveau paradigme de la modernité. Et par ailleurs, j'ai travaillé comme dans une entreprise, et comme je n'avais pas de qualification, j'ai été ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Ouvrier, oui. Et l'ouvrier spécialisé, c'est justement celui qui n'est spécialisé en rien, comme on le sait. Bon, alors c'est pour être gentil avec nous qu'on nous appelait ouvrier spécialisé. Mais en étant dans ce microcosme de l'entreprise, j'ai pu voir finalement, avoir une image assez claire disons, de la structure sociale qui était hiérarchisée. Et cette hiérarchie blessait mon désir, si vous voulez, mon désir d'équité. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenté donc une aventure en Ardèche pour ressaisir notre destin, le temps, l'espace, etc. Agroécologiste, c'est-à-dire que vous préconisez une méthode agronomique qui permet de se nourrir, hein, tout en renouvelant la terre et en régénérant les milieux naturels. C'est ça qui est assez original. Ça veut dire qu'à petite échelle, on peut faire avancer également les choses. C'est pas seulement à petite échelle. Il faut bien faire attention parce qu'aujourd'hui, les sols qui nous nourrissent, l'eau qui nous abreuve, les variétés que la révolution néolithique, depuis la révolution néolithique qu'on a accumulée avec l'humanité, sont en train de disparaître, d'être malmenées. C'est d'ailleurs malheureusement, nous sommes, sans incriminer les agriculteurs proprement dit, le choix agronomique que nous avons fait d'inspiration industrielle a amené finalement à mettre en place un mode de production qui détruit en produisant. Donc si vous êtes dans cette logique produire et détruire, évidemment ça met en évidence le fait que ça ne peut pas aller très loin. Et quand nous avons, nous, acquis notre petite ferme, eh bien on a décidé que nous appliquerions sur des sols arides des méthodes qui régénèrent ces sols, qui permettent de produire de mieux en mieux, en quantité, en qualité, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation véhicule quand même des nuisances, il faut le dire. Et je dis souvent dans mes conférences, bientôt quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on est en train d'absorber. Alors, cette expérience dans la ferme ardéchoise est devenue quelque chose de très important, que ce sont maintenant des idées qui sont véhiculées dans le monde entier. C'est devenu une référence, il a déployé ça, c'est adapté évidemment aux économies, aux réalités, au contexte des pays du Sud. Ça donne une autonomie aux paysans qui ne sont pas dépendants de grands semenciers. Voilà. Ce que Pierre Rabhi rappelle souvent, c'est qu'on est devenu une civilisation hors sol. Que nos sols d'ailleurs sont devenus de simples supports mécaniques. Alors qu'on avait ce service gratuit rendu par la nature, normalement la zone dans laquelle on fait pousser les plantes, c'est ce qu'on appelle notamment l'humus. Et d'ailleurs, Pierre le rappelle souvent, humus, humain, humidité, tout ça a les mêmes racines. Et malheureusement, la perte de productivité des sols, c'est un préjudice irréversible pour l'humanité. C'est une des crises les plus graves que les Nations Unies ont à prendre en charge. On parle souvent de la crise climatique, la crise de la biodiversité, mais la perte de productivité des sols, l'érosion des sols, la désertification, ça génère des tensions sur la crise alimentaire terribles. Et c'est vrai que notre mode de production n'est pas forcément, il n'y a pas d'issue à ce modèle-là. Et en tout cas, ça n'est pas le seul modèle, notamment pour les pays du Sud, mais probablement aussi pour nos propres zones géographiques. Qu'est-ce que vous faites pousser dans votre ferme de l'Ardèche? D'abord, on a regardé l'environnement, on a vu que l'environnement sauvage se prêtait à un élevage caprin, on a fait un élevage caprin. Ensuite, sur les sols arides, très peu d'épaisseur avec la rareté de l'eau. On intervient, si vous voulez, en prenant en compte les lois qu'a établies la nature elle-même. C'est-à-dire comment mettre en place des méthodes qui vont permettre finalement, en imitant la nature, évidemment, à régénérer les sols. Concrètement, comment on fait? Alors, concrètement, par exemple, pour nourrir un sol, vous prenez les déchets qu'a produit la nature, ou les animaux. Ces déchets, au lieu de les dilapider, vous les transformez en ferments bactériens. En engrais? En engrais, mais qui concentrent des ferments bactériens. C'est-à-dire, en fait, vous redonnez à la terre un métabolisme comme nous, quand on a été traité aux antibiotiques. Nous n'avons plus de flore,
eh bien, il faut redonner la flore à la terre pour qu'elle puisse avoir de nouveau un métabolisme. Et alors, qu'est-ce que vous faites pousser dans votre ferme? C'est une gamme, comme nous sommes dans une zone sud, avec un climat méditerranéen, la gamme est très large. Ça va des arbres fruitiers, une gamme d'arbres fruitiers assez large. La gamme des légumes classiques. Légumes, céréales, enfin, je veux dire, on est revenu à la vraie ferme, c'est-à-dire non pas à la spécialisation en céréaliers. C'est la ferme de nos grands-parents, ça. Oui, le drame aujourd'hui de l'agriculture, c'est qu'on a séparé l'élevage de l'agriculture, qu'on a spécialisé les zones géographiques. Ce qui n'était pas ça du tout avant. Voilà, enfin, quand on pense que nous, on est dépendant du soja et du maïs qui viennent du bout du monde, avec la débauche énergétique que cela fait, bon, voilà. Alors, ça veut dire que vous êtes favorable à des actions à une échelle locale? Il faut revenir à l'idée de produire et consommer localement, ce qui éviterait les transports, etc., en quantité, en qualité, mais dans des méthodes qui respectent... Une des rares mesures du pacte écologique qui n'est pas encore été mise en œuvre. On avait demandé, et on peut le remettre sur la table, c'est que l'ensemble de la restauration collective en France ou en Europe, mais en France, c'est 2,5 milliards de repas par an, s'approvisionne soit à l'agriculture biologique, soit des agricultures labellisées, et en tout cas de proximité, ce qui permet d'ailleurs de combattre un peu l'extension périurbaine et de créer une économie locale. Ça serait excessivement structurant, et c'est une manière de faire en sorte que les paysans soient payés au prix et à la qualité de leur travail. Et je profite de l'aubaine pour remettre cette proposition, parce que si on arrivait à faire ça, c'est la meilleure manière de concilier écologie, santé, environnement, nutrition, et d'aider les paysans. Alors, ce qui est très important aussi dans cette démarche, c'est qu'elle permet aux paysans les plus démunis d'accéder à une méthode qui lui évite d'acheter des engrais qui lui coûtent cher et de régénérer son milieu naturel. J'ai beaucoup travaillé sur le Sahel, et le Sahel a subi des sécheresses terrifiantes. Ce qui fait qu'il y a eu des famines. Et aujourd'hui, les famines sont en train de reprendre de l'extension. Et tout notre travail, c'est de dire qu'un individu peut accéder à des techniques, et ces techniques qui sont à sa portée, non seulement vont lui permettre de produire en quantité et en qualité, mais vont lui permettre aussi, par la gestion de l'eau fluviale, par les micro-barrages, par le reboisement, de reconstituer, si vous voulez, son milieu écologique. Eh bien, je renvoie les téléspectateurs du Dimanche à une de vos conférences, car vous en donnez beaucoup, et à un livre que vous avez fait ensemble en 2005, oui. Graines de possible. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raby. Merci à vous. Merci.